l'invité de ce soir, comme annoncé la semaine dernière, c'est Michel Serrault, que nous sommes heureux d'accueillir pour un gros plan tout à l'heure. Et puis, il y a longtemps qu'on essaye de vous avoir, mais vous êtes un feu follet à travers les tournages. Ben, c'est-à-dire que au moment de la promotion, on va appeler ça comme ça, ou de la sortie de certains films, on se trouve déjà embarqué dans une autre aventure. Oui, je voulais vous demander une petite parenthèse. Qu'est-ce que c'est que la musique du générique? C'est la valse de Rocco et ses frères de Nino Rota. Très très jolie musique. Ouais, voilà. Bon, Michel Serrault, vous êtes là. Il y a un film effectivement qui sort. Nous en a parlé la semaine dernière. C'est Mortelle Randonnée. Alors, c'est un film magnifique. Je crois qu'on a eu le temps de le dire, mais il faut le dire encore. Parce que Claude Miller, qui est le metteur en scène, vous avez certainement vu ses films, c'est la meilleure façon de marcher. Vous aviez vu aussi Dites-lui que je l'aime, surtout Garde à vue avec vous, Michel Serrault, et Lino Ventura. Oui. Et puis Mortelle Randonnée. Et Miller, on peut dire que dans le cinéma français actuellement, c'est pratiquement ce qui se fait de mieux. Et comme ce que fait Michel Serrault dans ce film est pas mal non plus, et qu'Adjani va bien aussi, je crois que c'est une raison d'y aller. Essayons de faire l'expérience avec Mortelle Randonnée. Ce soir, on ne va pas diffuser Mortelle Randonnée, on se ruinerait. Dans un procès du producteur. Vous n'avez pas le droit, attention. Ah, pas le droit. Moi, je serais assez d'accord de le passer. Bon. Mais oui, mais c'est oui. Laissons passer le temps dans 2 ans. Mais ça arrive, il y a des productions qui sont faites directement quand même pour la télé, n'est-ce pas? Où la première diffusion, c'est tout de suite la télévision et les téléspectateurs. Oui. Vous savez, j'ai fait une série, par exemple, qui s'appelait Offenbach. C'est pas passé dans les salles. Oui. C'était très bien quand même. Oui. Directement à la télévision, 6 heures. Oui, mais si jamais on diffusait Mortelle Randonnée ce soir, on y laisse notre budget pour 10 ans. Ah oui, laisse autre chose. Oui. Oui. Alors, on va parler ce soir du film que nous allons présenter. C'est Pile ou Face, que vous avez tourné avec monsieur Robert Enrico. Oui. Qui n'est pas vieux d'ailleurs comme film, il a 3 ans. Oui, 3 ans, 3-4 ans, oui. Et avec Noiret. Avec Noiret. Philippe Noiret, oui. Ouais. Et alors, ça a été un peu un personnage, là aussi, dans ce film. On voit une amorce d'un Serrault que finalement les gens ne connaissaient pas. Oui, c'est ça. Alors on pourrait dire que l'amorce dont vous parlez, elle est un petit peu provoquée par l'auteur. Parce que les acteurs, bon, ils sont bien, ils sont moyens, ils sont bons, ils sont c'est ce qu'on veut, mais je veux dire, ils n'ont quand même que c'est la matière première pour se défendre, c'est-à-dire le travail de l'auteur. Alors, l'amorce, moi je dirais, c'est pas l'amorce Serrault, je dirais là-dedans. Je dirais, c'est l'amorce peut-être d'Audiard, Nouvelle Manière. Ah oui, tout à fait. Qui s'est confirmé après dans Garde à vue. C'est ça. Et qui s'est confirmé dans Mortelle Randonnée. Voilà, voilà. C'est vrai qu'il y a un nouvel Audiard. Et moi, personnellement, j'en suis très heureux, parce qu'on se connaissait depuis très longtemps avec Audiard. J'ai tourné dans le temps un film où il m'avait confié le rôle principal qui s'appelait Le Cri du Cormoran. Oui, oui. Au-dessus des joncs. J'ai tourné dans d'autres films, bien sûr, comme lui, de lui comme dialoguiste ou scénariste. Entre autres, je me souviens d'un film qui s'appelait Carambolage avec De Funès, Brialy, puis bien d'autres. Mais je pense que c'est Audiard, Nouvelle Manière, Pile ou Face un peu. C'est le début de... Le nouveau cru. Oui, nouveau cru. Et de haute qualité d'ailleurs. Alors, on va le voir tout de suite, quoi. Puis on se retrouve après pour le gros plan, parce qu'on va évoquer votre carrière. Et alors ça... Alors écoutez, je ne sais pas combien de temps on va avoir pour évoquer ma carrière après le film, mais forcément, il nous faut du temps. Il vous arrive d'aller revoir des films que vous avez tournés comme ça? Revoir rarement et voir pas toujours. Quand ils passent à la TV, vous les regardez? C'est souvent à la télévision que je les vois, oui, parce qu'au moment de la sortie d'un film, on se souvient trop du tournage et on n'est pas très bon spectateur. Je pense qu'il faut que les choses... qu'on oublie un peu le travail qui a été fait entre, vous savez, la lecture, car il se passe du temps, entre la première proposition, son part d'un roman, la première lecture du scénario, le tournage, la finition d'un film. Alors quand il arrive vraiment le film terminé, quand il est là, je veux dire, on n'a plus rien à faire. Et moi, personnellement, j'aime pas beaucoup voir les films à ce moment-là. Alors, effectivement, c'est souvent à la télévision que je vois les films. Je vous ai vu, je ne sais plus sur quelle chaîne, l'autre soir, en train de faire du tandem pendant l'occupation avec Ménès qui était devant. C'était pas triste, ça. Eh bien, je crois avoir vu le film en même temps que vous. Bon, alors on va attaquer ce gros plan, là. On va passer aux choses très, très sérieuses. Donc, gros plan ce soir sur Michel Serrault.
Gros plan donc sur Michel Serrault. Alors ça, une carrière très multiple alors. Le cabaret, auteur, le théâtre, le cinéma. Est-ce que vous savez réellement combien de films vous avez tourné? Exactement, non. On me dit souvent 75. Moi, je crois que c'est plus près de 100. C'est plus près de 100. Ah oui, oui, oui. Oui. Vous n'avez pas parlé vous avez parlé d'auteur, pas compositeur. Pas compositeur. Pas encore. Pas encore. Mais auteur, ça, je sais. Oui. Vous avez écrit une pièce avec votre ami Poiret. On a écrit 2 spectacles ensemble, et puis les sketchs Poiret Serrault, évidemment. Bon, alors la définition, là, on dit plein de définitions sur vous. Monsieur tout le monde. L'étiquette, au départ. Là, hein? Oui, mais enfin, ça, c'est il y a quelques années déjà, non? Oui, mais il y a eu quand même 20 ans dont on va parler, où il y a eu une multitude de films, dont certains ne traînent pas sur les étagères des cinémathèques. Ah non, non, il n'y en a pas beaucoup, je crois. Alors, le français moyen, ça c'est les clichés, le voisin de palier, Oui. qu'on aime saluer. Et vous dites, alors ça c'est de vous, je suis un homme de nulle part. De nulle part. Je suis un homme de nulle part. Mais l'acteur, je dirais par définition, doit être de nulle part. Je veux dire qu'il faut qu'il soit prêt à endosser ou à prendre l'habit de tous les personnages qu'on lui propose. J'en connais certains pourtant qui jouent toujours le même rôle depuis des années. Bon. Audiard a une très belle phrase pour vous définir, enfin très belle, assez féroce avec la férocité d'Audiard. Il dit, je cite, « Quand il vous regarde, il parle de vous, on ne sait pas s'il observe un bouton que vous avez sur la figure ou s'il va froidement vous tirer une balle dans la tête. » C'est la version Audiard, mais c'est une version d'auteur et de quelqu'un qui a beaucoup d'imagination. Parce que j'ai déjà regardé les gens, n'est-ce pas, comme ça, pendant une conversation. En général, je regarde les gens, d'ailleurs. Mais j'ai pas trop peur, là, ça va. Et vous voyez, j'ai jamais tiré une balle de revolver. Mais ils ont mis quand même très longtemps, quand même, les metteurs en scène, parce que ce qu'Audiard voulait dire, c'est qu'il y a un arrière-plan inquiétant pour la caméra, je veux dire, qui a été exploité dans différents films, hein, oui. dont nous parlerons. Ils ont quand même mis un certain temps, ils sont distraits. Hein. Oh, vous savez, moi, je ne sais pas comment expliquer ça. Ce que je peux dire, c'est que vous évoquiez tout à l'heure ma carrière, mais évidemment, ça fait quelques années, et j'ai tout fait. Quand on parle de cabaret, il faut penser que Poiret et Serrault, nous sommes restés au cabaret certainement une quinzaine d'années. Mm-hmm. Et qu'en même temps, on faisait des spectacles où on a joué plusieurs pièces ensemble, où on a écrit des spectacles pour nous deux. On était très occupés et on a été pendant un bon moment, je pense, un petit peu en marge. On pensait que Poiret et Serrault, il avait besoin de personne et on ne nous employait pas tellement. Sauf alors, vous avez aussi parlé tout à l'heure d'un certain nombre de films comiques qui n'étaient pas des films effectivement de cinémathèque, et qui ne sont pas des films de cinémathèque, mais où on nous demandait d'intervenir en tant que fantaisiste. C'était la grande époque où on faisait des génériques avec... il y avait tous les comiques. Il y avait Francis Blanche, Yann, Roger Pierre, Jean-Marc Thibault, Poiret et Serrault, Darry Cole, enfin, oui. C'était en fait accessoire pour vous, disons, c'était le bon l'argent. Ben oui, on faisait... Vous savez, pendant très longtemps, on a fait... à 9h du matin jusqu'à 6h, on était au studio. On lisait, mais on lisait pas attentivement ce qu'on jouait. Et puis on allait au théâtre, et puis après on allait finir la journée au cabaret, où quelquefois on restait encore là 1 heure, car on a joué, on faisait un numéro, et bien souvent on faisait une revue avec une revue d'1 heure qui était composée de 3 ou 4 sketchs. Alors cette carrière, elle a quand même mal commencé. Recalé au concours d'entrée du conservatoire? Ben oui, j'ai été recalé, ça vous avez des renseignements exacts. Maintenant, mal commencé, je sais pas. Je suis bien incapable de vous dire si c'est bien d'être reçu au conservatoire ou si c'est mal. Quand vous êtes arrivé tout à l'heure, vous m'avez dit Michel Serrault de la Comédie Française. Ah oui, ça c'était pour rire, ça. Parce qu'il y a très longtemps que je voudrais mettre mon... Vous savez, dans le temps, vous voyez sur le générique le nom des acteurs, et puis alors évidemment, les gens qui étaient sociétaires de la Comédie Française, pensionnaires, et on voyait monsieur un tel... sociétaire de la Comédie Française, pensionnaire, et même on a vu à une certaine époque, les gens partaient, revenaient, et quand ils partaient, ex-sociétaires, il y avait. Et alors évidemment, c'est une gâterie, mais c'est trop tard, je pense pas. Vous aviez présenté Scapin et Figaro au concours d'entrée? Exact. Vous êtes bien renseigné. Il y avait même une troisième que vous aviez préparée, mais le jury a dit stop, ça suffit. Ah oui, c'est vrai, oui. J'étais pas, oui, ils m'ont pas accepté dans mon... Oui, parce que, enfin, je veux pas raconter je sais pas comment ça se passe maintenant, mais il y a 2 scènes
que vous proposez et la troisième scène imposée. Et on ne m'a rien imposé du tout, on m'a simplement laissé partir. Bon, alors, en fait, pourquoi cette attirance vous aviez fait avant la rue Blanche pour préparer le conservatoire. Pourquoi cette attirance vers le spectacle, enfin vers la scène, vers la comédie? Vous savez, moi, mes contacts avec le théâtre ne sont pas venus tout de suite. J'ai d'abord, comme beaucoup d'enfants, j'ai d'abord été voir des spectacles. En fait, le premier spectacle pour moi, ça a été le cinéma, et puis parallèlement, et peut-être même avant, ça a été le cirque. Oui. Mais le théâtre, vous savez, à Paris, moi j'habitais la banlieue, j'ai été élevé dans la banlieue parisienne. Le théâtre, c'était tout à fait exceptionnel. Parce que les gens m'amusent beaucoup quand on parle de théâtre actuellement, quand on est habitué, les choses ont terriblement changé. Moi, j'ai joué au théâtre de la Michaudière, par exemple, une pièce de Marcel Lachar qui s'appelait Gugus, où j'ai eu le bonheur de rencontrer, de connaître et d'admirer, que j'admirais déjà, bien sûr, mais vraiment de près, si je peux dire, Yvonne Printemps et Pierre Freinet. Eh bien, j'ai regardé, j'ai eu l'occasion de jeter un coup d'œil sur les programmes de l'époque, n'est-ce pas? C'est-à-dire les créations de Victor Boucher, qui était directeur du théâtre de la Michaudière. Et on s'apercevait qu'à cette époque-là, c'est-à-dire avant la guerre, bien entendu, mais bon, j'étais pas né, moi, quand même, faut pas exagérer, entre les deux guerres, si vous voulez. Mais quand une pièce faisait 100 représentations à Paris, on parlait de succès. De triomphe. De triomphe. Alors, vous voyez que ça veut dire qu'il y avait très peu de gens qui allaient au théâtre. Oui. Maintenant, on se plaint, on dit que le théâtre est difficile, mais bon, par exemple, prenons, parce que je ne veux pas aller chercher des exemples chez les autres, puisque je ne suis pas l'auteur, je suis, bon, pas tout à fait responsable, mais vous vous rendez compte que La Cage aux Folles, on l'a joué 2000 fois. Oui. C'est pas comparable. Ça fait combien, 7 ans, ça, vous avez joué? Elle a tenu l'affiche 7 ans. Hein. Oui, moi, ils l'ont joué après moi. Moi, je l'ai joué 1700 fois. 1700 fois, disons, 3 x 6, 18, en gros 6 ans. Oui. Voilà. Bon, bah, vous m'avez amené ça. Alors, sur un plateau, il n'y a pas de raison qu'on se fasse pas... Qu'est-ce que vous allez faire? Bah, on va se faire l'extrait de La Cage aux Folles. Ah, bah, allons-y. Quel triomphe, ça. Ça fait courir les Américains aussi. Hein. Ah, ça les a fait courir, et je vais vous dire mieux, ça les a inspirés. Oui, je vois, oui, quand même. Et Victoria. Oui, oui. Oui, oui. C'est très bien d'ailleurs. Oui. De temps en temps, nous, on s'inspire des Américains, et de temps en temps, peut-être plus rarement, les Américains s'inspirent de ce qui se passe ici. Bah, ils ont fait un très gros succès au film, c'est vrai ça. Mais enfin, c'est... Je dois dire qu'avant Poiret-Serrault, et donc la pièce de Jean Poiret, avant La Cage aux Folles, c'était un sujet difficile, n'est-ce pas? On n'osait pas. À la limite, n'est-ce pas? Des choses acceptables. Oui. Et puis il y a eu à peu près à la même époque, un peu avant La Cage aux Folles, il y avait eu L'Escalier, si vous vous souvenez, d'une très belle pièce sur un couple d'hommes. Et c'est ça qui avait un petit peu... inspiré Jean, en disant on peut peut-être essayer de faire une pièce comique alors, mais sur le problème, sur un couple homosexuel. Mais, et je dois dire que depuis, c'est une espèce de grand feu vert, n'est-ce pas? Parce que ça fleurit un peu partout. Là, on a un peu brûlé les étapes, parce que quand vous avez démarré, il y a une tournée en Allemagne. Vous faites une tournée théâtrale en Allemagne, avec un titre de pièce, Revenu de l'Étoile. Qu'est-ce que c'était? C'était le retour de la femme du soldat inconnu Pas de la femme, de la mère. De la mère. Qui était jouée par Valentine Tessier. Ah, grande comédienne. Magnifique. Et c'était une pièce d'André Aubé. Mais dramatique. Ah oui, absolument. Ah oui, oui. Et ça avait été mis en scène par Haïm Julien, qui était à l'époque co-directeur, je crois, du théâtre Sarah Bernard avec Charles Dulin à Paris. Oui. Et on était parti en tournée. J'ai créé cette pièce. Elle a été reprise après, mais sans moi, avec une autre distribution, bien plus tard. Mais effectivement, j'ai joué cette pièce en Allemagne. Alors, vous avez rencontré votre complice et ami Jean Poiret au matinée classique du théâtre Sarah Bernard. Exact. Qu'est-ce que vous jouiez, là? Pas Britannicus, quand même. Je crois qu'on devait jouer... Il y avait une pièce de Labiche qui s'appelait Les vivacités du capitaine Tic. Oui. Et puis, il devait y avoir Georges Dandin ou une autre pièce de Molière. Et puis, on riait beaucoup en répétant, tous les deux. Puis on a eu des ennuis avec la direction à ce moment-là, et on ne s'est pas entendu, on ne s'entendait pas sur le cachet. Ouais. Et on était déjà très exigeants.
Et on n'a pas joué ces deux pièces, mais ça nous a donné l'occasion. On s'est retrouvés à ce moment-là parce qu'on s'était déjà rencontrés au temps du centre du spectacle où Jean était aussi élève à peu près. Alors là, vous avez fait un duo formidable. Et alors là, on s'est dit, bien, parce que vous savez que, bon, alors là, je raconte ma vie carrément, n'est-ce pas? Bon, alors, vous savez que quand on a 18 ans, 20 ans, et qu'on n'est pas vraiment un jeune premier, il y a des difficultés pour trouver sa place au théâtre et pour travailler, pour trouver des rôles. Alors, pour les acteurs comiques, c'est assez difficile. Et c'est pour ça qu'on a eu l'idée, on avait beaucoup de difficultés, on ne le cache pas, à se faire engager au théâtre ou au cinéma. On avait 20, 22 ans. Le beefsteak était difficile, là. Ah oui, mais c'était impossible. Alors on jouait de temps en temps, effectivement. C'est pour ça qu'on s'était retrouvé au théâtre Sarah Bernard sur un projet de spectacle classique. Mais on avait joué, lui, de son côté, jouait des classiques le jeudi. Moi, j'en jouais aussi. J'avais joué chez Derry, j'avais joué du Gudu, etc. Mais c'était difficile. Et alors là, un petit peu découragé, on s'est dit, mais il faut absolument faire quelque chose. C'était l'époque du cabaret qui marchait très bien à Paris. C'était l'époque de la rose rouge, de la tomate, de l'amiral, et l'époque aussi du tabou. Je dis du tabou parce que le premier jour où on a joué, la première fois qu'on a joué notre numéro, qu'on a fait notre numéro, c'est au tabou en 1953. C'est formidable quand même, parce que tout est un éternel recommencement. Il y a toute une vague d'acteurs qui sortent du café-théâtre, et vous êtes sortis, vous et quelques autres, du cabaret. Savez, je pense que la nécessité, n'est-ce pas, le fait d'être obligé de gagner sa vie pour des jeunes acteurs, c'est formidable. Et là, on le voit bien, au café-théâtre, qu'est-ce qui se passe? Il y a beaucoup de comiques, de jeunes comiques actuellement, qui ont des difficultés pour trouver des rôles. Bon, et maintenant, ça va mieux parce qu'on les connaît, etc. Mais ils ont été obligés de fabriquer leurs sketchs, leurs spectacles, de proposer un style nouveau, une manière nouvelle de faire rire. Et c'est par le biais, nous, c'était le cabaret, on appelait ça le cabaret, cabaret-théâtre. Et puis, il y a eu donc, après, donc maintenant, oui, c'est ça, c'est le café-théâtre. Mais c'est une école formidable. Formation sur le tas, là. Ah oui, absolument. La meilleure? Pardon? La meilleure, à votre avis? Ah ben, je ne veux pas dire que c'est la meilleure parce que Poiret et Serrault sortent un peu du cabaret, mais je le dirais quand même. Ouais. La meilleure. Mais je voudrais faire là quand même une petite parenthèse pour évoquer des souvenirs pour moi très émouvants. J'ai connu, puisque je suis là aujourd'hui, ça fait 10 ou 12 ans que je ne suis pas venu en Suisse. J'ai joué là, il y a 12 ans à peu près en Suisse. Mais j'avais de très bons amis suisses que j'ai toujours. Malheureusement, on a perdu Jean Villard, Gilles, il y a à peine un an maintenant. Oui. Et je parlais du cabaret, et nous avons débuté au tabou, et 8 jours après, on jouait chez Gilles, puisqu'il avait ce cabaret qui s'appelait Chez Gilles, avenue de l'Opéra. Et on est resté, Poiret-Serrault, on est resté à peu près 8 ans chez lui. Il est venu nous chercher au tabou. Et 8 jours après, on passait devant la presse et avec notre premier numéro. Alors évidemment, pour moi, c'était en plus quelqu'un que j'admirais beaucoup. Et il est dans le cœur de beaucoup de téléspectateurs qui nous regardent maintenant. Sûrement. La cohabitation, quand même, un duo comme ça, Poiret-Serrault, c'est pas que ça doit pas être quand même, c'est pas évident que ça soit facile de cohabiter pendant des années. Combien d'années vous avez fait votre numéro ensemble? Oh, je pense qu'on a dû travailler pratiquement ensemble. Pas jusqu'à la cage aux folles, c'est autre chose, c'est une autre période, c'est la pièce. Mais certainement 15 ans. Oui, mais c'est énorme. Ah oui. Mais vous savez, le secret, c'est la rencontre, c'est le miracle je veux dire que c'est pas mari et femme, mais c'est pourquoi il y a des gens qui restent ensemble des années. C'est parce qu'ils s'estiment et ils s'aiment, je dirais, n'est-ce pas? Et non seulement, alors il y a ça, il y a l'amitié qui est indispensable. Je ne peux pas jouer 15 ans de ma vie avec quelqu'un que je n'aime pas, vous comprenez? Car il y a le travail, il y a la rencontre du soir, il y a le moment où on cherche ensemble des idées, puis il y a la vie, c'est-à-dire que le soir on mange ensemble, donc il faut obligatoirement ça s'additionne d'une grande amitié, parce que sinon c'est pas possible. Alors ce duo s'est arrêté et vous avez eu une très très belle phrase, je trouve, pour votre séparation, je veux dire artistique, d'avec Poiret. Vous avez dit « divorce à l'amiable pour cause de succès réciproque ». C'est super.
Oui, mais d'ailleurs, c'est pas une séparation d'ailleurs. Parce que, disons que il y a 5 ans ou 6 ans maintenant, on jouait encore la cage aux folles. Oui. Ensemble. Puis je sais quand même que vous devez rêver. Si vous pouviez, si par exemple un cabaret vous disait, écoutez, un mois simplement tous les deux, vous y allez tout de suite. Ah oui, on le ferait. On le ferait, ça poserait des problèmes, parce que des problèmes d'organisation, si vous voulez. Parce que, bon, les choses s'enchaînent les unes après les autres. On est un peu boulimique, on aime bien être provoqué. Alors on refuse, lui refuse pas des propositions d'acteurs ou d'auteurs pour travailler sur des films. Moi, je refuse pas des rôles, etc. Il y aurait des difficultés, mais profondément, ça nous amuserait beaucoup de refaire notre numéro, bien sûr. Alors, 20 ans de cinéma. Alors, il y a eu des gens fidèles, hein, de metteurs en scène avec lesquels vous avez travaillé plusieurs fois. Mocky, Yann, Molinaro, Audiard, et puis Bertrand Blier. Enfin, on peut en citer comme ça quelques Et mon ami Tchernia. Et votre ami Tchernia, oui, qui a fait Le Viager. Il a fait 3 films. Il a fait Le Viager, Les Gaspards et aussi La gueule de l'autre. Bon, on va se faire un petit coup de buffet froid, là. On va retrouver... buffet froid. Alors là, vous savez, c'est la gâterie de l'acteur. Bon, alors on va voir ça tout de suite, ce que constitue une gâterie pour un acteur. Buffet froid. Oui, l'humour noir de Blier, ce climat particulier qu'il s'est créé, c'est aussi un metteur en scène très très intéressant. C'est quelqu'un que j'admire beaucoup. Et qui tourne en ce moment La femme de mon pote, je crois. Coluche. Avec Coluche, oui. Bon, on va voir Bon, ne nous attardons pas là-dessus. Vous avez une définition, vous dites je suis un comédien de composition. Et comme vous avez le sens de la dérision, ça j'en suis certain, vous dites je choisis d'abord le costume. Tant que je n'ai pas trouvé comment je suis habillé, je ne sais pas jouer mon rôle. Belle dérision et belle boutade. Mais il y a quand même derrière... non, parce que le comportement, par exemple, quand on regarde la scène dans le film de Bertrand Blier, j'ai lu la scène. Je connaissais le film. Et puis, moi, je tournais un autre film pendant ce temps-là. Ça a été tourné la nuit, ça. Je tournais la journée un film, et puis, bon. Alors, Bertrand Blier me propose la scène que j'ai trouvée magnifique. Le texte, l'humour de ça, la folie, je trouvais ça assez extraordinaire. Et je lui ai dit au téléphone comment je m'habille, et tout de suite, parce que ça m'amusait, je lui ai proposé ce manteau que j'ai là, qui est un manteau personnel, mais personnel... entendons-nous, je me promène pas dans la rue avec, mais je l'avais un jour acheté dans un surplus, et je me dis, voilà un truc qui pourrait être là, comme ça, habiller un personnage tout à fait incroyable. Il est dérisoire, ce manteau, n'est-ce pas? Et pour moi, il a ce côté un peu chic, il est quand même confortable. Il est vaste, il a de la fourrure, elle est dégueulasse, mais enfin, il a de la fourrure, il est grand, et je trouvais que ça pouvait habiller un personnage complètement farfelu. Ça vous sécurise, le vêtement dans lequel vous êtes? Ben, ça me donne un comportement physique. Ah ouais. Je pense que très très souvent, c'est important. C'est pas peut-être, vous avez raison, c'est peut-être une boutade de dire il faut trouver le costume. Mais quand même, on parle du costume dans Garde à vue, par exemple. J'ai insisté, et on non seulement insisté, mais on a changé. J'ai demandé à jouer le rôle en smoking. Parce que je me suis dit, c'est pas possible, enfin c'est pas possible, d'être en face de Lino Ventura pendant 1h30, n'est-ce pas? Tous les deux dans un costume gris. Alors, visuellement, je me dis, mais ce gars-là, il sort ce soir-là, c'est le soir du réveillon, du 31 décembre. Et s'il est temps, subitement, si on le voit en smoking, il aura une présence tout à fait insolite dans ce bureau de police, n'est-ce pas? Et... donc j'ai insisté. Alors j'ai fait la proposition à Miller, je lui ai dit qu'est-ce que tu penses? Il n'y a pas c'est pas incompatible. Et puis on s'est arrangé avec les dates, le moment, etc. Et puis Audiard a été d'accord, mais je trouve que c'était important. C'était pas tout, on aurait pu jouer le film dans un autre costume, c'est vrai. Mais pour moi, ça m'amusait beaucoup. Parce qu'il avait une espèce d'arrogance tout de suite, n'est-ce pas? L'autre, il avait un costume minable, un petit costume d'employé, de commissaire de police, bon, très bien, d'inspecteur. Et l'autre arrive, il dit, qu'est-ce que c'est? Vous voulez me parler? Déjà, il y avait une indication. Et ça, c'est un tremplin formidable. Voilà un extrait de Garde à vue. Alors bon, ça nous amène, parce que là, il y a une situation précise dans un commissariat de police. Un homme est gardé à vue, interrogé, comme on vient de le voir. Et là, je crois que c'est la démonstration de... On pourrait vous qualifier, vous êtes un architecte, finalement, de vos personnages. J'ai l'impression que chaque geste, chaque mouvement, chaque tic est formidablement travaillé. C'est-à-dire que... c'est difficile à expliquer. Il faut avoir
une idée précise du personnage avant. Avec effectivement, on parlait tout à l'heure du costume, on parlait de la manière de persifler dans le cas présent. Il faut lui trouver, n'est-ce pas, des tics, enfin pas des tics, mais une personnalité à chaque fois. Comment vous l'apprivoisez, le personnage, au départ, avec le dialogue, là Oh quand vous savez, il faut d'abord, il faut que les choses viennent progressivement, tout doucement. Il faut lire l'histoire, et puis au fur et à mesure, ça s'enfle, ça se gonfle, n'est-ce pas? Ça se nourrit. Oui. Ça, c'est important. Mais la construction des choses, ce que je voudrais dire, c'est que, vous savez, en principe, un acteur, on ne lui demande pas de s'expliquer. Enfin, je veux dire, c'est pas le métier. Le métier d'acteur, c'est de jouer la comédie. Bon, puis on est bien, on est moyen, on est mauvais, etc. C'est toujours délicat de vouloir rentrer à l'intérieur des choses. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il faut se mettre dans les conditions, une fois qu'on a dans la tête les grandes lignes du personnage, d'accord avec le dialoguiste, avec l'auteur, avec le metteur en scène, il faut se mettre dans les conditions maximum pour inventer. Oui. Il ne faut pas se dire, quand on dit moteur, il faut que là, on soit complètement disponible, il faut écouter le partenaire, c'est lui qui va vous donner le ton, c'est lui, il faut se raccrocher à tout, il faut, à la limite, n'est-ce pas, il faut, même en pensant bien aux choses, il faut faire confiance à ce qui va se passer. C'est l'imprévu de la comédie et le charme, à mon avis, souvent, je l'ai constaté, c'est le charme et des choses imprévues. Mais il faut se mettre dans cet état de création un peu permanente. On ne sait pas, n'est-ce pas? À la limite, je ne sais pas ce qui va se passer moi-même. Mais je l'écoute, je lui parle, et puis pop, il se passe quelque chose. Vous voyez, c'est cet état, tout en ayant pris soin avant de prendre des précautions, en disant il est comme ça, il pense ça, etc. Puis bien savoir la situation qu'on joue, la situation générale du film. Ça, c'est drôlement important. Ça, très, très important. Par exemple, je sais que pour Garde à vue, je me disais, mais bon, il est là, quelle est la grande situation qui conditionne le comportement du notaire? Eh bien, je ne l'ai peut-être pas trouvé le premier jour, et j'étais gêné, ou même le deuxième jour. En fait, c'est une histoire d'amour. Quand me suis pénétré de ça, n'est-ce pas? Quand je me suis dit, en fait, tout ce qu'il dit, il ment, il n'en a rien à faire. Ce qui est important, c'est cette femme qu'il aime et qu'il ne l'a jamais aimée. Et ça, c'est tout le temps dans le film. Et pour moi, c'était... à partir de ce moment-là, j'avais plus que tout ce qu'il disait. Alors, il n'écoute pas ce qu'on lui dit, il envoie promener, il persifle, il invente, parce qu'il n'a qu'une obsession, c'est cette femme. Et alors, à la fin, quand il sait qu'il est trahi, qu'il a été trahi, n'est-ce pas? Alors là, il n'en a plus rien à faire. C'est lui qui se déboutonne et qui même... Mais même moi, j'aurais été auteur, je l'aurais condamné. Enfin, je veux dire, je me serais condamné moi-même. J'aurais changé la fin du film. Pour la beauté, parce qu'il n'avait plus rien. Cet homme-là, il était complètement ratiposé. Et il devait, à mon avis, il devait se faire passer pour l'inculpé, quoi. Il y a quand même une lucidité de votre part quand vous dites « Il m'a fallu 50 ans pour comprendre que la caméra ne faisait rien d'autre que d'enregistrer ». Vous savez, moi, évidemment, quand on parlait des débuts de Poiré Serrault, du cabaret, du théâtre, et qu'on arrivait sur un plateau, on n'était pas impressionné, mais comme on avait à cet âge-là, on était jeunes, on avait 25 ans, 26 ans. Quand on entendait des choses, pour nous, moi je sais que mes débuts avec le cinéma, on se demandait ce que c'était, il fallait se taire, c'était la déclaration de guerre sur un plateau. On disait, silence, on tourne, mais qu'est-ce qui va se passer? N'est-ce pas? En fait, tout ça, c'est du mauvais cinéma. Ce qui se passe, c'est le jeu qui est important. Et tous ces cris, toute cette mise en scène, toute cette fausse liturgie autour de la comédie, n'est-ce pas, de la comédie ou du drame, enfin, je veux dire, la comédie dans le sens large, tout ça, c'est rien du tout. Parce que finalement, la caméra, elle est là devant moi, et puis elle va... C'est pas une chose magique. Je veux dire, il n'y a pas une manière de filmer où
tellement, il ne va pas se passer grand-chose de plus, n'est-ce pas? On va pas passer, c'est pas, je sais pas, moi, c'est comme si on mettait un steak et on va en faire de la viande hachée, tout épicé. Je veux dire que ça se transforme pas comme ça. C'est pas un instrument magique. Oui. Donc c'est vrai, ça, je crois pas du tout à... S'il se passe quelque chose au moment où vous jouez, alors là, évidemment, la caméra est là, elle enregistre. Ouais, mais vous dites quand même tout passe par l'acteur, même les mises en scène les plus raffinées. Alors je veux dire par là que peu importe qui est derrière la caméra, qui dirige, enfin avec tous les films que vous avez tournés. Non, parce que moi, vous savez, moi différence. je dis des choses comme ça d'abord. Je pense que je dis des fois n'importe quoi parce que c'est très difficile de parler de ce métier-là. Mais bien sûr qu'il faut être plus souple. Mais il faut comprendre qu'il y a des films de metteurs en scène, où la vedette, c'est le metteur en scène. Il faut comprendre qu'il y a des films, peut-être quelquefois, on peut dire que le film, c'est un film d'opérateur, où l'image est très importante. Et quelquefois, pourquoi pas, c'est peut-être la musique, n'est-ce pas, qui sera au premier plan. Et puis, bien souvent, et la plupart du temps, c'est la présence des acteurs. Ça, Attendez, oui. vous qui êtes un artisan, parce que ça, j'en suis sûr, dans votre travail et dans votre métier, vous êtes un artisan, comment vous arrivez à vous intégrer dans cette formidable cordée de métiers que représente le cinéma et que vous venez d'évoquer? Ça peut être le chef de la photo, ça peut être la musique, ça peut être le metteur en scène. Je veux dire, il n'y a pas une frustration formidable quand même, quelque part, quand on a fait autant de scènes que vous en avez fait, là où on est son seul maître? Enfin, au départ, je sais très bien que c'est pas moi le patron, c'est pas moi qui décide de tout. Vous êtes docile? Docile. Quand ça me paraît évident, alors de temps en temps, on s'arrête et puis je demande des explications. Si on ne peut pas m'en donner, moi j'en ai des explications à ce moment-là, ou en tout cas des propositions. Mais en fait, c'est une question de bon sens. Oui. Votre rêve n'est pas finalement de jouer sans metteur en scène, comme vous dites que le rêve d'un metteur en scène est de jouer sans comédien? Oh, ça, ce sont des boutades. Oui, oui, c'est bien vrai. sûr. Ce sont des boutades, mais non, parce que en même temps, je crois que même quelquefois, si vous avez en face de vous quelqu'un qui peut vous agacer, je parle d'un metteur en scène qui vous agacerait, peut-être même un auteur, n'est-ce pas? Ça vous oblige à vous sortir de vous-même, peut-être même à inventer des choses pour contourner les difficultés. Donc, je pense que dans tous les cas, on peut se débrouiller, quoi. On pourrait parler comme ça longtemps de votre carrière. J'aimerais bien qu'on arrive sur un point. Si vous le souhaitez, vous pouvez tout à fait réfuter la question. La première vocation, en fait, ça n'a pas été le théâtre, ni le cinéma, ni la scène. En fait, vous aviez au départ, vous êtes rentré au séminaire, le désir de devenir prêtre. Oui, bien sûr. Oui, mais enfin, vous savez, j'avais quand même 14 ans. Je veux dire, c'est assez fréquent. À 14 ans, quand on a été élevé comme moi dans la religion catholique, et bien sûr j'étais croyant, je veux dire, je pense que c'est fréquent qu'un jeune homme, un garçon de 14 ans, à ce moment-là, au contact des gens des prêtres qu'il a connus, et puis déjà, d'une manière ou d'une autre, très sensible et très, comment dirais-je, d'une façon très sérieuse, je veux dire, envisage et adhère à cette proposition extraordinaire qu'est le christianisme. Oui. Vous disiez j'étais croyant, vous êtes toujours... Ah, je dis j'étais croyant à l'époque, je suis toujours croyant. Vous savez, non, je dis toujours parce que, vous savez, il y a une difficulté de parler c'est des grandes questions, ça. Bien sûr. C'est des grandes questions importantes et en général, les gens n'abordent pas facilement. Les acteurs n'en parlent pas parce que vous me posez la question, j'y réponds. La difficulté, vous voyez, c'est que je suis catholique. Donc, avec tout ce que ça comporte, je récite le credo et ça fait partie de ma foi. Bon, je n'en parle pas souvent, surtout à la télévision, parce que je serai obligé d'expliquer très très longuement comment, parce que le grand problème c'est celui-là, comment ma foi et mon métier, tout ça peut coïncider. Alors, c'est formidable. N'est-ce pas? Oui, c'est formidable. D'en parler, oui. D'en parler, c'est formidable. Mais je veux dire, la difficulté, c'est qu'on a souvent l'occasion de dire quelques mots. Là, ça fait un moment que je suis avec vous, c'est déjà plus facile. Mais quand on vient parler, présenter une pièce, etc., je veux dire que
c'est des grandes questions qui méritent du temps. Bien sûr. Donc là, vous me dites, on va pas refaire l'émission sur le thème, mais ça sera un autre débat. Mais la difficulté aussi, n'est-ce pas, c'est que je suis chrétien, mais que je ne suis pas un porte-parole, n'est-ce pas? Je suis chrétien comme on peut l'être, certainement un chrétien très moyen. Donc je ne suis pas un exemple, mais évidemment, j'ai une vie publique. Et par le choix de mes rôles, la manière de jouer, je veux dire, on peut peut-être, ça peut, pour certains, sembler un peu bizarre. Alors c'est pour ça que j'en parle pas du tout. C'est pas mon jardin secret, n'est-ce pas? Mais c'est des convictions qui sont très profondes. Mais en général, je n'en parle pas parce que je vous dis, je pense que pour certaines personnes, c'est pas très compatible avec peut-être quelquefois les options que je peux prendre dans mon métier. Cela ne regarde que vous. N'est-ce pas? Absolument. Vous avez le sens de la dérision, ça j'en suis certain. Ça dissimule quoi? C'est une forme d'angoisse quand même. Vous êtes angoissé, vous êtes un personnage angoissé, un homme angoissé? Ben, c'est-à-dire que si vous voulez, je serais angoissé, n'est-ce pas, si je devais en pourcentage parler de moi-même, je dirais je suis angoissé jusqu'à 80%. Et puis il reste 20%, où là, n'est-ce pas, c'est plus l'angoisse qui me touche, n'est-ce pas, ou qui m'atteint. Et à ce moment-là, c'est pas la dérision, mais c'est au contraire une grande espérance d'un autre monde beaucoup plus qui nous attend, finalement, si vous voulez. Alors c'est pour ça que je joue des rôles où j'essaie de temps en temps, si on me connaît bien, c'est peut-être la première fois que je parle de ça. Eh bien, c'est que finalement, ma philosophie et ma croyance dépassent les rôles où il y a beaucoup de dérision pour une espèce de sérénité, n'est-ce pas, qui dans les derniers 20%, vous voyez. Je pense que c'est là où se réfugie ma foi. Ce qui vous permet quand même de ne pas avoir un regard trop pessimiste sur le monde dans lequel on vit aussi, je pense. Non, mais j'ai bien dit, hein, attention, hein, il y a du dérisoire, et puis beaucoup de peine, beaucoup d'émotions à la vue de tout ce que, comme tout le monde, n'est-ce pas, je suis sensible à tout ce que je vois dans la vie. Donc il y a je suis très sensible à tout ça, pour 80%. Et puis il y a ces 20% d'espérance qui sont, je ne savais pas que j'aurais à faire une déclaration de foi ce soir, qui sont l'espérance chrétienne. Bien sûr. On ne va pas finir sur une note grave. Il y a une histoire formidable, est-ce qu'elle est vraie? Vous avez acheté un château dans la Sarthe, non? Oui, oui, ben ça... Et pareil que vous ne l'avez jamais habité, c'est vrai? Écoutez, oui, vous savez tout, vous savez un tas de choses. J'ai acheté cette maison dans la Sarthe, c'est vrai, il y a une dizaine d'années. Le château? Oui, vous appelez ça... oui, soyez pas modeste. Oui, mais enfin, c'est pas Versailles, hein, quand même. Oui, bon. oui. Et eh bien, je prends, évidemment, ça fait 10 ans que petit à petit, j'essaie de le remettre debout. Et puis, alors, vous savez, c'est à l'infini, parce qu'il y a un peu de terrain autour. J'ai voulu faire un étang, j'ai voulu planter des arbres. Ça fait partie de ma vision de la vie, n'est-ce pas? Je pense qu'on dit toujours on doit avoir dans sa vie au moins planter un arbre. Eh bien, je crois que c'est une chose formidable. Il faut planter, tout le monde devrait planter un arbre. Et oui, cette maison, je l'ai depuis 10 ans et je ne l'habite pas encore parce que c'est très long. C'est une très belle histoire, comme ça, un rêve presque palpable. Et que, oui, hein? oui, c'est pas mal. Oui. Merci, Michel Serrault, d'avoir accepté cet entretien. D'abord avec autant de franchise. Je crois que ceux qui nous regarderont apprécier. Et puis à bientôt, parce que ce n'est qu'à nos revoir. Hein. Bien sûr, à bientôt, j'espère. Merci.